J'ai pas de micro, donc j'espère que vous m'entendez au fond de la salle. Sinon, je peux un peu faire l'effort de lever la voix. Merci d'être venus si nombreux pour cette rencontre. C'est une rencontre qu'on a lancé le cycle de conférences pour les femmes et autour des femmes qu'on a intitulé La dignité des femmes, un combat de tous les jours. Et c'est notre deuxième conférence parce qu'on a fait la première conférence, c'est Madame Kizi, Akela Kizi présente ici parmi nous, et Abiba Benayoun qui ont inauguré notre cycle de conférences. C'était Trajectoire de femmes à Mazir. Et aujourd'hui, c'est une autre thématique. La rencontre se déroule sous une autre thématique. Ça sera les femmes et la mazérité, engagement et histoire. Pourquoi on a choisi ce sujet et s'interroger sur l'engagement des femmes dans la vie culturelle, dans le combat culturel, dans la vie associative, dans l'engagement politique aussi. Parce que très souvent, on dit que les femmes sont les gardiennes des traditions, c'est elles qui font la transmission, notamment de la langue maternelle. Mais lorsqu'on évoque la lutte, le militantisme ou le combat culturel, on évoque très souvent des figures d'hommes. On en a rarement... les femmes sont rarement visibles. Parfois, c'est un peu marginal, ou d'autres fois, le combat il est invisible autour de cet engagement-là. Pour parler de ce sujet, alors on a été quand même très loin. Nos deux conférencières, elles nous viennent de Marseille, donc de l'université Aix-Marseille. Ça mérite des applaudissements, parce qu'elle vient de loin. Donc, il y a avec nous Madame Malika Hassam, qui est maître de conférence à Aix-Marseille, et aussi elle est ethno-historienne, Malika. Je vais quand même dire quelques mots sur tes recherches. Donc, tes recherches, elles portent sur l'organisation sociale des sociétés berbérophones, villages, tribus, droits coutumiers, et leur mutation depuis la conquête et la colonisation jusqu'aux états actuels, et les modalités de la construction de la mazérité à travers la littérature orale et les productions écrites. Et visuelles et mémorielles. Voilà. Enfin, tu t'intéresses aussi aux études berbères depuis la fin de l'époque coloniale en France, ainsi qu'aux études amazighes qui se sont développées dans l'université algérienne et marocaine. Malika Hassam, elle a publié maintenant depuis 2 ans, 2022, un livre des tribus en Kabylie, donc les Etzmenzer, donc la région d'Etzmenzer, de la tribu précoloniale, à la construction identitaire berbère à la presse de l'INALCO. C'est publié à la presse de l'INALCO. Et Madame Margarita Rassoulou, elle est doctorante à l'université de l'INALCO, mais aussi de Naples, l'Oriental. Donc, elle prépare son doctorat en co-tutelle internationale avec l'Université de Naples, donc sur la thèse socio-anthropologie. Voilà, excusez-moi, je n'arrive pas à me lire. Invisibilité et engagement infrapolitique féminin en Kabylie. Elle est lauréate aussi du prix Louis Dumont en 2024. Elle a publié aussi plusieurs articles, notamment Margarita, elle a fait beaucoup de recherches sur l'engagement féminin en Kabylie et intersection des revendications des femmes de 1980 à 2001 et domination, expérience et négociation identitaire pour l'année du Maghreb. C'est un autre article que vous avez publié. Je vous laisse nous parler des femmes et la mazérité, engagement et histoire. Alors, bonjour à tous. Je vous remercie d'être là. Je remercie les organisateurs aussi de nous avoir conviés et d'avoir permis cette rencontre autour de cette thématique que vous déclinez dans plusieurs domaines. Et moi, j'aurais une approche pour commencer
d'ethno-historienne, c'est-à-dire que je fais la fois de l'ethnologie et de l'histoire. Je vais... Bon, en une demi-heure, évidemment, on n'a pas le temps de dire en fait énormément, mais ce que je voulais vous montrer, c'était un peu comment on peut faire l'histoire des femmes à Mazir. Et je pense que Margherita parlera davantage de la partie engagement. Et on peut commencer par peut-être ce titre où on a mis histoire, l'histoire, c'est-à-dire la grande histoire, le passé, le récit de ce passé, la manière dont on va le reconstituer, le raconter, mais aussi les histoires, parce que des fois on raconte beaucoup de choses sur ce passé qui sont plus des récits qui vont devenir des légendes, voire des mythes, c'est-à-dire des mythes qui vont porter ces engagements, ces combats, ces militantismes. Donc pour commencer, je dirais que comme beaucoup d'espaces en fait dans le monde, en Afrique du Nord, les femmes ont été invisibilisées et surtout rendues silencieuses. Et en fait, l'histoire des femmes, c'est un champ qui est quand même très récent en histoire, y compris pour des pays comme les pays européens ou comme la France, où c'est plutôt dans les années 70 qu'on commence par se demander mais est-ce qu'il est possible de faire une histoire des femmes. Et comme le dit l'historienne Michèle Perrault, faire l'histoire des femmes. Alors, d'accord, merci. Faire l'histoire des femmes, c'est contribuer à sortir les femmes des silences de leur histoire. Puisque l'histoire s'écrit à partir des traces et au départ, ce sont surtout les hommes qui ont écrit l'histoire. Et des sociétés qui ont surtout considéré que c'était les traces laissées par les hommes qui finalement valaient le coup d'être mises par écrit ou d'être retenues. Alors certaines femmes ont quand même réussi à laisser des traces dans l'histoire. Et quand je dis dans l'histoire, c'est-à-dire dans les événements du passé, parce qu'elles ont été des actrices un peu exceptionnelles, donc des femmes à l'action extraordinaire. Donc des actions qui sortaient tellement de l'ordinaire que, pour le coup, on les a retenues. La Kaina, Fatma Nsoumer, c'est des noms qui doivent vous parler, sur lesquels on va revenir. Et c'est des personnalités qui aujourd'hui sont largement mobilisées par la mémoire collective pour le militantisme et pour les engagements. Moi, la question que je poserais, mais derrière ces noms, quelle réalité historique, quel travail d'historien on peut faire pour retrouver les faits historiques. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse aussi dans mes recherches, c'est au-delà de ces femmes extraordinaires, que peut-on dire des femmes ordinaires, de toutes ces femmes qui peuplent notre quotidien et qui agissent dans ces sociétés. Et donc, les sciences sociales, elles essayent aussi de plus en plus de faire parler ce qu'on appelle les dominés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu l'occasion par leur position, de laisser des traces audibles ou visibles, et qu'on peut apprendre à rendre visibles. Et pour les rendre visibles, il faut déconstruire des regards qu'on a l'habitude de porter sur les femmes. Il faut rendre ces objets, donc ce quotidien des femmes, ces actions des femmes, ces paroles des femmes, comme des objets qui sont légitimes pour l'analyse, et en refaire donc des actrices de l'histoire. Donc je vais vous proposer, évidemment, je vous disais, on ne peut pas tout dire, quelques pistes de réflexion sur lesquelles on peut rebondir, je suppose, après, lors de discussions. Et quelques pistes, en fait, pour aborder ce nouveau regard à travers le cas des femmes extraordinaires ou ordinaires des mondes à Mazir. Donc je vais commencer par ces femmes d'exception qui sont parfois des mythes, qui se sont articulés à l'histoire. Alors on va voir trois modèles que vous connaissez probablement, ou c'est des noms que vous avez entendus. Tinhinen, la Kaina, qui est aussi connue sous le nom de Dirya, et puis pour une époque plus récente, Fatma Nsoumer. Le premier mythe est celui de Tinhinen, qu'on voit apparaître en fait dans les récits des origines des Touaregs, ou Imajaren, comme il s'appelle, de la Hagar, donc dans le Sahara. Donc on a des représentations artistiques qui montrent que ce personnage peuple aussi la mémoire collective.
Et donc le récit en fait de Tinrinen, je vous disais, c'est le récit d'origine, c'est-à-dire que c'est les groupes Touaregs qui disent voilà comment notre groupe s'est constitué en tant que communauté, donc sous la forme d'un récit historique, mais qui évidemment est une légende. Donc Tinrinen, c'est une femme qui arrive dans cette région du Sahara, à dos de chameau. Elle arrive du Maroc, de la région du Tafil-el-Helt, qui est au sud-est du Maroc. Elle est accompagnée de sa servante Takama, qui a pu la sauver d'une mort certaine en ayant l'idée de fouiller dans une fourmilière afin de retrouver des grains avec lesquels la caravane en fait, qui allait jusqu'au Sahara a pu se nourrir. Donc arrivée dans la Hagar, elle découvre un peuple d'ignorants qui vit de la chasse et de la cueillette. Tinrinen aurait eu 3 filles dans les différents récits qu'on peut collecter. Ces 3 filles auraient donné naissance aux tribus suzeraines, c'est-à-dire celles qui peuvent exercer le pouvoir de la Hagar, alors que les filles de sa servante auraient engendré des nobles sans chefferie et des tributaires, c'est-à-dire des castes, des groupes de population qui sont inférieurs. Et en fait, dans ces récits, souvent, les époux de ces 2 femmes sont ignorés, ou alors ils vont être présentés un peu comme des autochtones sauvages. Donc, on voit dans ces récits, en fait, un personnage central qui s'approprie un espace, qui le civilise, notamment parce que c'est elle qui aurait introduit le chameau. Et cette figure, ce mythe, s'est largement diffusé et a été articulé à l'histoire au XXe siècle. Donc ce que je vous ai dit, c'est des récits plus ou moins anciens qu'on retrouve dans le monde touareg. Et au XXe siècle, vous avez un auteur français, Pierre Benoît, qui va en faire un roman où il va croiser en fait des récits rapportés par Hérodote, qui est un historien du 5e siècle avant Jésus-Christ, historien grec. Et il va articuler en fait avec la légende de l'Atlantide, peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez, avec celle de Tinrinen. Et ça va motiver au début du XXe siècle des recherches archéologiques pour essayer de retrouver des traces historiques de ce personnage Tinrinen. Et en 1924, 25, on découvre un tombeau dans le Sahara, qui est le tombeau d'Aba Lessa, avec des ossements, des bijoux, qu'on a attribués pour faire rencontrer ce mythe avec l'histoire à la reine Tinrinen. D'un point de vue historique, en fait, la réalité en fait, de l'attribution de cette tombe à ce personnage est largement contestée. Et en fait, ces récits d'origine, on en trouve plein au nord de l'Afrique. La particularité pour le domaine touareg, en tout cas les Touaregs de la Hagar, c'est que très souvent, à l'origine du groupe, vous avez une héroïne qui est une femme. Et en fait, ce qu'il faut comprendre derrière ce récit, c'est pas l'histoire, c'est ce qu'on va appeler une allégorie du présent. C'est que c'est une manière d'expliquer comment le présent fonctionne, de légitimer l'organisation sociale du présent avec, quand on descend de la reine, on est légitime à accéder au pouvoir, alors que ceux qui descendent de la servante ont une autre position dans l'organisation sociopolitique. Il nous apprend aussi ce mythe que chez les Touaregs, les femmes ont une place tout à fait particulière. Ça rencontre aussi un imaginaire plus large où les femmes incarnent le vecteur de la civilisation. Elles sont souvent à l'origine des inventions. Certains récits vont dire que c'est une femme qui a créé l'écriture. On connaît aussi, évidemment, le fait que la société touareg est une société matrilinéaire, c'est-à-dire que la filiation passe par les femmes, que les femmes ont un statut particulier. L'épouse, dans le ménage, possède la tente, c'est-à-dire le foyer, possède les biens, et le pouvoir politique est aussi transmis, pas exercé, mais transmis par les femmes. Et ce rôle central, c'est intéressant aussi de remarquer qu'on le retrouve dans le vocabulaire de la parenté, dans le domaine berbère, qui est assez homogène pour certains des noms de parenté. Mais pour dire frère, par exemple, on dit Gma ou Uma, selon les parlers, qui signifie fils de ma mère. Donc on voit là cette place centrale. Alors évidemment, une situation, si on regardait aujourd'hui, qui est totalement fragilisée par les évolutions contemporaines, coloniales, post-coloniales, qui ont beaucoup déstructuré les sociétés touareg. Alors, ce modèle, qu'on veut faire un peu le modèle qui sous-tend
le domaine amazigh, tout le domaine berbère, il est à largement questionner parce qu'il apparaît quand même en tant que trace historique essentiellement dans le domaine touareg et par ailleurs. Il n'empêche qu'ailleurs, on a pu avoir des personnages extraordinaires qui émergent. Donc le deuxième modèle que je vous proposais un peu d'évoquer, c'est la Kaïna, qu'on appelle aussi Dirya. Donc le souci en fait pour ces héroïnes là qu'on aborde, c'est la question des sources, qui est le premier souci quand on fait un travail d'historien. À partir de quelles sources puis-je reconstituer des faits historiques? Et en particulier pour le domaine berbère, la grosse difficulté, c'est le manque de sources internes, c'est-à-dire des sources produites par les populations berbères elles-mêmes qui ont vécu des événements, et notamment au moment de l'émergence de ce personnage, la Kaïna, la conquête arabo-musulmane. Donc les seules sources dont on dispose réellement pour ce passé lointain, je vous rappelle que c'est le 7e, 8e siècle, ce sont les textes arabes qui ne commencent à aborder cet espace qu'ils vont appeler, que ces sources vont appeler Maghreb, qu'à partir du 9e siècle, c'est-à-dire plus d'un siècle et demi après les événements, après l'émergence de ce personnage. Et alors, c'est vrai que la Kaïna, je vous le montre un peu dans ses couvertures, hein, elle a été réappropriée de plein de manières au XXe siècle, hein, soit, j'ai envie de dire, à la mode féministe, soit par la mémoire juive, soit par le militantisme berbère. Et en fait, ce qui permet cette appropriation de ce personnage dans des objectifs et des discours multiples, c'est qu'en termes historiques, très peu de choses sont connues, à part le fait qu'elle ait existé et qu'elle ait mené des combats contre la conquête arabo-musulmane. Alors, je ne sais plus combien de temps il me reste. J'y vais. Je ne vais pas trop détailler, mais voilà, souvent les gens vont essayer, ceux qui s'intéressent à cette histoire, vont prendre un peu les textes, ces récits, etc. Le souci, quand on est historien, c'est de vraiment contextualiser. Voilà, quand vous avez un document, il faut comprendre qu'il a été écrit par un auteur, qui a une certaine position, une certaine perspective, dans un certain contexte, qui a des enjeux. Et pour la Kaïna, c'est assez évident quand certains historiens comme Abdelmajid Hanoum ont fait ce travail. Quand on met dans l'ordre ces récits, on voit apparaître qu'en réalité, ces récits qui apparaissent, hein, je vous ai dit à partir du IXe siècle, sont des récits de type idéologique qui viennent défendre un enjeu du présent de l'auteur. Et notamment, au départ, hein, les premiers qui vont écrire, ils veulent finalement justifier la conquête, hein, ce sont donc des lettrés arabo-musulmans, ce sont des historiens, on va dire, orientaux, c'est-à-dire qui ne sont pas maghrébins dans le texte, dans la langue de l'époque. Et leur objectif, c'est de justifier qu'il fallait apporter l'islam à un espace de désordre, d'anarchie, d'injustice, sous cette reine, la Kaïna, hein, donc une mythologie arabe et musulmane qui justifie la conquête. Et puis, petit à petit, d'autres historiens émergent qu'on va dire maghrébins, c'est-à-dire qui sont plutôt issus de ces sociétés, qui sont marquées par, évidemment, l'islamisation, et avec, en parallèle, comme ça se passe ailleurs dans le monde musulman, une autonomisation politique. C'est-à-dire que ce n'est plus le centre de l'empire, c'est-à-dire le califat qui est à Damas puis à Bagdad, d'où on dirige le Maghreb, mais le Maghreb devient indépendant avec des dynasties berbères qui vont créer diverses principautés, diverses entités politiques. Mais ils s'inscrivent aussi dans une narration qui veut légitimer le pouvoir de ces dynasties berbères. Et légitimer le pouvoir, à ce moment-là, c'est de se construire une généalogie arabe. Et une généalogie arabe, en gros, c'est ces récits, je reviens à ces récits d'origine dont on parlait tout à l'heure, de dire que telle dynastie descend de tel ancien conquérant ou de tel roi du Yémen, etc., etc. Et pour le coup, on va retrouver en fait
cette idéologie qui va formater les récits sur la Caïna à partir du XIe, XIIIe et surtout au XIVe siècle, où on a le récit d'Ibn Khaldoun, qui est assez connu comme premier sociologue, etc. Mais qui est le récit où tous les morceaux en fait de l'histoire qui ont pu être, on va dire, inventés, parce qu'au départ c'est de la tradition orale. Je vous ai dit que les premières traces écrites arrivent très tard. On va retrouver tous les éléments que l'on connaît aujourd'hui et qui posent problème d'interprétation. Ibn Khaldoun, c'est le XIVe siècle. La Caïna, c'est le 7e siècle. On est 700 ans plus tard. Donc il faut bien comprendre que ce que sont que ces traces, en fait. C'est pas un contemporain qui raconte ce qu'il a vu. Et pour le coup, peut-être que vous connaissez un peu les détails, j'ai pas le temps de raconter toute l'histoire de la Caïna. En gros, on voit apparaître, par exemple, son prisonnier. Elle fait un prisonnier qui est du camp des conquérants arabes, Khalid, qu'elle va adopter comme son fils. Et puis, au moment où elle va prédire qu'elle va perdre, elle va demander à ses fils, en fait, de se convertir, d'accepter cette nouvelle religion. Et donc, en gros, c'est un récit idéologique pour dire les Berbères ont accepté l'islam avant même d'être combattus. Et donc, de devenir aussi légitime, une idée de coopération entre les Berbères et les conquérants arabes. Voilà. Donc, pour la Caïna, j'ai envie de dire, à part le fait qu'elle ait existé et combattu, tout le reste est sujet à interprétation, extrapolation, en fonction des enjeux qui existent encore aujourd'hui. Alors, pour compléter quand même, l'idée qu'une femme est émergée pour combattre, elle n'est pas complètement farfelue, parce que dans des temps plus récents, où là on a des traces historiques, on a aussi ce troisième personnage, Fatma Soumer, qui est peut-être plus connue, je ne sais pas de vous, donc qui est une Kabyle du village de Werja, parmi les tribus du Djurdjoura, qui est issue d'une famille de notables maraboutiques. Donc on connaît un peu son histoire. Elle a été mariée par ses parents à un cousin, elle a refusé ce mariage, donc elle se rebelle et refuse de consommer le mariage et revient dans sa famille, où elle va mettre à profit une aura magico-religieuse. Donc elle est visitée pour ses dons de sainte, de devineresse, de thérapeute. Elle va acquérir une grande réputation, ce qui va lui permettre, à un moment donné, quand les conquérants français lancent la conquête de la Kabylie, de prendre la tête ou la responsabilité, avec son frère, d'organiser la résistance à l'armée française. Elle va parvenir à repousser une première offensive en 1854, et puis la seconde offensive en 1857 va mettre fin à la résistance de la Kabylie. Elle va être capturée puis emprisonnée. Néanmoins, sa renommée est considérable, puisque on la connaît encore en Kabylie à travers ses surnoms, à travers de la poésie que l'on peut collecter encore. Donc ses surnoms, c'est une femme pieuse, une femme sainte, une prophétesse, une guerrière, plutôt stratège que combattante, une femme sage. C'est aussi une patriote, puisqu'elle a intégré le carré des martyrs de la Révolution à Alger. Donc, en fait, à travers ces deux exemples de femmes, on voit ce que Camille Lacoste du Jardin un peu a mis en évidence, donc ethnologue. Elle dit que on peut avoir des femmes qui ont des caractéristiques quand même particulières. Elles sont issues de familles puissantes qui exercent l'autorité. Elles ont une notoriété de type magico-religieux. On leur prête des dons particuliers. Elles ont des qualités individuelles, et ce sont des femmes qui sont libérées de la tutelle masculine. Donc voilà, des caractéristiques exceptionnelles qui leur permettent de jouer un autre rôle que celui auquel les femmes sont assignées. Donc au-delà de ces héroïnes, je vous disais, que peut-on dire des femmes ordinaires dans l'histoire ? Et pour retracer, en fait, percevoir ces femmes ordinaires, c'est celles que j'appelle celles du quotidien, il faut essayer de déconstruire des représentations, des stéréotypes, en fait, forts que l'on a et qui filtrent, qui brouillent la vision du rôle des femmes dans l'histoire contemporaine. Donc quand je vous disais déconstruire les stéréotypes, on peut partir, en fait, des sources qu'on a de plus en plus nombreuses, évidemment, à partir de la conquête, de l'époque coloniale, des sources écrites,
Et ce moment colonial, il a participé à construire une image particulière des femmes du nord de l'Afrique. Hein. On est dans un contexte qui présente un enjeu particulier avec des discours idéologiques. On est en plein ordre colonial. Il faut légitimer la présence coloniale française. Et pour le colonisateur, la femme est un petit peu le dernier bastion qu'il n'a pas encore conquis, qu'il n'a pas encore soumis, parce qu'elle est repliée sur la sphère domestique. Et en parallèle, on a aussi un discours savant, de manière générale, les sciences sociales qui se constituent fin 19e, début 20e siècle, avec une vision, on va dire, très évolutionniste, c'est-à-dire que ces sociétés hors Europe sont perçues comme des sociétés à la fois éloignées géographiquement, mais aussi à la fois éloignées dans le temps. C'est un peu le passé des sociétés européennes, les sociétés dites primitives. Donc des sociétés vues comme des vestiges d'une époque révolue. Et pour le coup, on va inscrire les femmes dans ce contexte. Alors là, je vous présente, en fait, il y a trois ouvrages qui ont été faits par des ethnologues ou sociologues femmes, parce qu'il fallait des femmes pour pénétrer l'univers des femmes dans les années, dans l'entre-deux-guerres, années 30, années 20 et 30, dans les Aurès, le Mzab et en Kabylie. Et à la fois, les textes ils sont marqués par ce contexte que je viens de dire, et en même temps, ces personnes, au-delà du contexte, ont noué de vraies relations avec les femmes qu'elles ont pu rencontrer sur le terrain. Mais on campe des femmes toujours définies dans un rôle traditionnel. On aime bien montrer les aspects purement techniques de leur production. On les inscrit beaucoup dans le magico-religieux, mais là, dans le sens du monde superstitieux, c'est-à-dire archaïque, qui n'a pas accédé au savoir moderne, savant, à la raison, et des femmes qui sont perçues comme totalement soumises et peu actrices de leur histoire. Et c'est vrai que ce regard colonial, il est rejeté aux indépendances, mais pour retomber dans d'autres mythes, hein, alors je ne vais pas trop développer, mais en gros, pour ce qui est le cas de l'Algérie, mais aussi pour d'autres États, on va basculer dans un nationalisme qui se réfugie dans l'identité dite arabo-musulmane, au prisme du réformisme musulman, et c'est l'identité légitime. Et c'est le prisme par lequel on légitime la position des femmes, où on explique la position des femmes. Donc au-delà de ça, c'est finalement des discours hein, qui ont vu une réalité, qui l'ont transcrite d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut retrouver les traces de ces femmes elles-mêmes, ce qu'elles ont à dire, ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont pensé, les représentations qu'elles ont eues d'elles-mêmes et de leur rôle. Alors, on peut revenir sur ces textes parce qu'il y a beaucoup de données qui sont intéressantes à relire avec un autre regard, mais en même temps, il faut utiliser d'autres sources, et notamment les sources laissées par ces femmes elles-mêmes. La littérature orale qu'elles produisent, qu'elles transmettent, qu'elles écoutent, et aussi toute la culture matérielle aussi qu'elles ont produite. Et je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas s'il me reste du temps, quelques éléments. Et pour déconstruire, je disais, les stéréotypes, j'ai envie de dire, ne disons pas les femmes amazighes, il y a des femmes amazighes. Selon les régions, les situations sont diverses, les contextes historiques ont pu être divers. Les statuts ont pu être divers. Je ne rentre pas trop, il y aurait par exemple la question de l'héritage, l'accès à l'héritage par les femmes est très différent selon les sociétés. J'ai montré tout à l'heure l'exceptionnalité du cas Touareg par exemple. Si c'est une question qui vous intéresse, Camille Lacoste du Jardin l'aborde dans son ouvrage La vaillance des femmes. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, je disais, il faut être attentive à leur action dans différents domaines. Donc, juste quelques exemples. Peut-être que ça a été déjà abordé dans le cadre d'une autre conférence, hein, puisque vous aviez évoqué la littérature. Les femmes aussi ont laissé des traces. Alors, il y a des femmes un peu encore exceptionnelles. Elles sortent de l'ordinaire. J'ai mis Fadmaït Mansour Amrouche. Évidemment, la famille Amrouche a un vécu particulier qui explique qu'elles étaient
en marge un peu finalement de cette société et qu'elle n'était pas soumise finalement aux mêmes contraintes. Hein. Donc Histoire de ma vie, premier roman autobiographique écrit par une Algérienne. Sa fille, Marguerite Taous-Samrouche, qui est aussi écrivaine mais qui a aussi reproduit les chants qu'elle tenait de sa mère. Je vous ai mis aussi Fatima Tabarmarant, c'est intéressant aussi en tant que modèle de ces chanteuses des sociétés berbérophones, mais qui doivent être en rupture finalement avec leur communauté d'origine pour pouvoir devenir des chanteuses publiques. Et puis, au quotidien, puisque je vous ai dit c'est ce qui m'intéressait, toute cette littérature orale, je vous ai mis l'exemple de l'Izli, c'est-à-dire l'amour chanté que Tassadit Yassine a étudié, en montrant que en fait les femmes exprimaient à travers leur poésie, leurs affects, la critique de leur société dans laquelle elles étaient soumises à une grande rigueur, à un code de conduite qui était draconien, etc. Alors, bien avant, Camille Lacoste du Jardin, dont je vous ai montré son livre tout à l'heure, avait publié une thèse sur les contes kabyles. Et plus récemment, donc dans cet ouvrage, La vaillance des femmes, elle montre comment, en fait, dans ces contes, il y a un contre-discours de la femme qui va diffuser des personnages féminins particuliers, l'ogresse, Tsariel, qui est un peu elle dit ça comme ça, en fait, un personnage féminin qui va faire peur aux enfants, qui va peupler dans l'imaginaire des garçons à qui ces contes sont racontés. Elle montre aussi plein d'autres éléments qui permettent de voir des stratégies pour composer, refuser l'ordre établi. Comment les femmes bricolent, par exemple, qu'elles peuvent créer de la parenté, alors qu'on est dans une filiation patrilinéaire en Kabylie, par exemple. Elle montre que la filiation par l'allaitement est quelque chose qui existait dans les sociétés berbérophones. Et la pratique de l'enfant endormi. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette pratique, hein, où en gros, on dit que l'enfant peut s'endormir dans le ventre de sa mère. Et donc, la gestation peut durer plus que 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et l'enfant sera malgré tout reconnu. Donc, elle crée cette parenté. Alors, moi, il y avait d'autres domaines, je pense qu'on peut explorer encore. Hein, ça, c'est des travaux qui étaient déjà faits. Et moi, je m'intéresse, par exemple, à l'économie à travers la manière dont les femmes ont produit le vêtement. Et c'est vrai que, quand je dis qu'il faut déconstruire le regard, on a beaucoup de stéréotypes sur la manière, sur les activités domestiques, le mot est important, attribuées aux femmes dans les sociétés berbérophones. Parce que, évidemment, ces activités domestiques sont devenues un peu résiduelles. Avec la conquête coloniale, avec la mondialisation, il y a une transformation des systèmes économiques. Donc le système ancien dans lequel ces femmes étaient insérées et produisaient le tissage, la poterie, etc., il s'est fragilisé et effondré, en fait, au XXe siècle. Donc on n'a plus que des activités, finalement, résiduelles. Mais si on change de regard, qu'on se remet dans des sociétés rurales traditionnelles, où on n'a pas le système industriel, ces femmes étaient des agents économiques. Et on a eu du mal à le percevoir parce que quand les premiers descripteurs arrivent fin 19e, début 20e, ils voient des femmes qui travaillent à la maison et eux, ils ont le modèle de l'Europe qui s'industrialise, où le travail, c'est le salarié qui va travailler à l'usine et qui a un salaire à la fin de sa journée. Les femmes ne correspondant pas à ce modèle, il a été compliqué pour eux de dire qu'il y avait production économique. En réalité, elles produisaient des objets, non pas que pour la maison, mais qui étaient vendus sur les marchés par leur mari, mais aussi parfois dans certaines sociétés, les femmes allaient sur les marchés pour produire. Et pour aller un petit peu plus loin, même si je vais très vite, pour terminer, c'est intéressant aussi de voir comment, parce qu'on cantonne les femmes à transmission de la tradition, mais les femmes, elles inventent, elles créent, elles innovent. Et je pense qu'il faut aussi sortir de cette construction. Et je partais du vêtement. Et en fait, très souvent, on ne voit que la production, mais on ne se pose pas la question de qui a produit ce vêtement, comment, dans quel contexte. Hein. Donc là, vous avez l'ancien vêtement du Maghreb rural, hein, ou le vêtement amazir, hein, Timel Heft, qui est le tissu qui a été tissé à la maison, drapé avec les agrafes sur la gravure de 1846. Et 1952, plein milieu du XXe siècle, presque fin de la colonisation, ce qu'on va appeler la robe kabyle,
qui apparaît en fait entre ces deux moments, plutôt autour des années 20. Et autant on a étudié finalement l'objet, mais on ne s'est pas posé la question des femmes en tant qu'agents économiques. Et pour finalement s'adapter à cette société qui était ébranlée, les femmes qui tissaient les vêtements se sont mis à les coudre. Et c'est intéressant parce que la couture, notamment dans la société kabyle et dans d'autres sociétés berbéraphones, était une activité masculine. Donc les femmes se sont appropriées cette activité. Elle a été aussi mécanisée. Elles se sont appropriées aussi la machine à coudre. D'autres éléments, elles ont aussi exprimé un savoir-faire esthétique incorporé. En fait, ces robes-là que je vous montre, ce sont des photos que j'ai prises dans les années 2000. Elles ont recréé en fait cette esthétique qu'on appelle berbère sur un nouveau matériau, avec une nouvelle technique, puisqu'elles ne cousaient pas, mais qui reprend finalement des codes qui étaient présents sur le tissage, la poterie, qui sont des choses assez connues. Mais en plus de cela, elles ont constitué et diffusé un savoir local, parce que ce que je vous montre sur ces photos, c'est qu'en fait, en fonction de la tribu, voire du village, traditionnellement, il y avait un modèle de robe kabyle, avec un type de décor, un type de coupe, donc soit au carré, soit rond, etc., etc. Donc c'est intéressant aussi d'aller se poser la question, voilà, de comment ce savoir s'est constitué, et ce savoir, il est propre aussi à ces femmes. Et puis, dernier point, elles ont été capables de s'insérer dans un nouvel ordre économique. Parce qu'effectivement, au départ, dans ces sociétés, cette activité de la couture, de la robe, elle était plutôt, on va dire, une activité de contournement. C'est-à-dire qu'elle n'était pas officielle, elle n'était pas affichée. Les femmes pouvaient coudre à la maison, et puis elles vendaient, et c'était un revenu d'appoint qui leur permettait de faire face aux coups durs ou à un mari défaillant, etc. Sauf que, au tournant des années 90-2000, les femmes se sont mises aussi à créer des boutiques, à devenir entrepreneurs, comme je vous le montre ici sur ces photos. Je voulais vous donner quelques chiffres parce que c'est quand même assez parlant. Donc, dans la wilaya de Tizi Ouzou, entre 2005 et 2015, on est passé de 66 à 1224 boutiques. Et parmi ces boutiques, 95% sont immatriculées sur le registre de commerce au nom de femmes. Donc, une activité économique visible. Et au-delà, il faut souligner, c'est les deux autres documents que je vous proposais, la créativité individuelle des femmes, avec l'exubérance du décor, des modèles, des inventions, des créations, qu'elles vont mettre en avant dans des stratégies de marketing et de communication à travers des catalogues, à travers les réseaux sociaux, vendre leur production tout en mettant en exergue des créativités individuelles articulées à l'affirmation identitaire berbère, puisque la robe kabyle est devenue un emblème de l'identité amazigh, et qu'elles arrivent en fait à produire de la modernité tout en réinvestissant des manières de faire, des manières de décorer, etc., etc. Donc, loin d'être les conservatrices d'une tradition authentique, les femmes participent aussi à un mode de production, à la construction identitaire amazigh à travers cette économie marchande et l'entrepreneuriat. Moi, je me termine là et je pense que, je ne sais pas si on enchaîne, il y a un autre domaine évidemment fondamental, c'est la question du politique.